sens un peu discriminé. Vous êtes assis, moi je suis debout. Comme dans la formation des militaires. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, bonsoir. Je ne suis même pas supposé vous dire bonsoir, d'ailleurs, parce que, vous savez, le matin, lorsque je me suis réveillé, je me posais la question comment vous saluer. Mais un esprit m'a inspiré pour vous saluer en italien. Donc, malheureusement, le premier que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé comment vous dire bonsoir en italien, mais j'ai oublié. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller checker, je vais vérifier. Et si quelqu'un connaît, pour aussi m'aider. Comme ça, je vais voir et puis je vais vous saluer en italien. Parce que je suis bilingue, hein, vous savez? Ouais, vous trouvez. Buenas noches todos. Non, todos c'est en espagnol. Donc, trêve de plaisanterie, je vais me présenter. Je m'appelle Jéhovah Jiré Elliot Mbembamakala. Ça fait quelques années que je travaille en finance, donc je vais taire de vous donner où je travaille par question d'éthique et puis mon poste également pour ne pas faire de la publicité, une mauvaise publicité. Donc au premier abord, je vais vous parler par rapport au monde général, au monde financier dans l'ensemble. Est-ce que moi je sais de mes connaissances et de mon expérience également afin de pouvoir partager. Bien évidemment, je ne me pense comme un érudit, je ne suis pas un érudit, je suis quelqu'un qui a une certaine expérience, mais je pense que probablement il y a des gens qui connaissent mieux que moi et qui peuvent même partager ces idées mieux que je peux le faire. Voilà pourquoi moi j'aime souvent même, j'aime un philosophe qui a tendance à dire ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien. Et je suis devant vous pour apprendre, parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Donc au premier abord, j'aimerais vous parler par rapport à la dette. Déjà, la dette, c'est, comment je peux dire, c'est une façon comment emprunter. Une façon d'emprunter, mais je vais aller en rencontre de beaucoup d'hommes de Dieu, parce qu'on a souvent entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire que la dette elle est mauvaise. Il ne faut pas avoir des dettes, il ne faut pas faire ceci, cela, éviter les dettes, tout ça, ça serait mieux. Mais je vais vous dire que c'est faux. En tant que quelqu'un qui travaille dans les finances, avoir une dette est merveilleux si vous savez comment gérer la dette. La problématique n'est pas d'avoir une dette pour en avoir, mais plutôt de savoir comment gérer cette dette. Dans un pays comme le Canada, si vous vous dites je n'aurai pas de dette, laissez-moi vous dire que vous êtes un SDF. Vous marchez sans identité. Parce qu'avec une dette, on peut vous ficher. Avec une dette, on peut savoir qui vous êtes. Avec une dette, facilement, vous pourrez même, si bien évidemment vous cherchez par exemple à louer une place, vous pourrez facilement louer une place parce qu'on vous aura facilement trouvé. Mais maintenant, pour ce qui est question de dette, on a souvent ce qu'on dit, les bonnes et les mauvaises dettes. Une mauvaise dette, par exemple, est une dette qui ne vous apporte rien. Vous n'avez aucune valeur. Ça ne vous aide absolument rien. Je vais donner un exemple simple. Probablement, nous tous ici, nous avons des autos. Un prêt auto, moi, je peux appeler ça comme une mauvaise dette. Mais il faut faire aussi attention. Parce que ce n'est pas seulement une mauvaise dette. Mais la chose la plus importante est de savoir c'est quoi le but d'avoir cette dette. Pourquoi j'ai un prêt auto? Parce que si on cherche à avoir un prêt auto pour se sentir accompli, ou pour freiner, excusez-moi de vous dire, c'est une mauvaise dette. Parce que, au premier abord, la dette est liée ici à un dossier de crédit. Un dossier de crédit est lié à la dette. Mais, il y a aussi une chose que vous devez savoir. Toute dette n'est pas répertoriée. Il y a des dettes qui ne sont pas répertoriées dans votre dossier de crédit. Nous, on a souvent l'habitude de les appeler des mini-prêts. Des prêts qu'on ne peut pas voir. C'est des petits prêts ou si vous allez même ici en Ontario, on appelle des payés de loan. Ou normalement, par exemple, comment je peux dire? Je donne un exemple de Monument. Si vous allez sur Monument, on va vous donner par exemple un prêt, on vous dit, on vous donne un prêt de $1000, mais vous allez rembourser le jour de votre paie. Voilà pourquoi on dit pay des loans. Donc, le jour de votre paie, vous remboursez le montant. Mais maintenant, dans ce genre de prêts, il y a des taux d'intérêt qui sont très élevés. Vous aurez probablement un taux d'intérêt de 35%. Donc, il suffit de rater un paiement, ben, vous allez vous toucher la tête. Vous allez poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les frais seront tellement facturés, alors que vous avez pris $500,
vous serez obligé de payer 700 $. Et là, c'est quelque chose souvent qu'on évite. Personne ne veut payer 700 à la place de 500. Vous voyez? Mais maintenant, je vais vous parler de ce qui est comme une bonne dette. Une bonne dette, c'est une dette qui vous apporte une plus-value. Vous voyez? Une plus-value dans le sens, ça vous permet, de faire un investissement. Si, par exemple, vous avez un projet, je donne un exemple, vous voulez, par exemple, vous acheter une maison. Vous voulez vous acheter une maison, vous dites, j'aimerais faire un emprunt. Décidez d'aller demander un prêt. On vous donne un prêt hypothécaire. Le bien d'une maison, est-ce que ça peut prendre de la valeur? Si ça prend de la valeur, si vous êtes assez malin, je veux dire, vous pourrez facilement revendre cette maison. Et s'il y a également une marge de manœuvre pour vous, pour avoir un bénéfice, vous pouvez facilement bénéficier d'une partie et vous pouvez toujours rembourser. Ça, c'est, je dirais, une bonne dette. Mais moi, ce que je peux vous dire, la chose la plus importante est toujours de regarder un dossier de crédit. Parce que les dossiers de crédit, c'est ça votre vie. Tout ce que nous faisons ici, on fait sur base d'un dossier de crédit. Parce que sans dossier de crédit, malheureusement, on ne peut pas avancer. Les dossiers de crédit, c'est quoi? Un dossier de crédit, ce sont vos antécédents. Donc, ce que vous avez fait au Canada, comment vous êtes comporté avec un prêt ou avec une carte de crédit, c'est ça votre dossier de crédit. Donc, on énumère. Si vous avez raté les paiements ou si vous avez insulté un conseiller parce que vous ne voulez pas payer, c'est inscrit là-dedans. Vous voyez, si vous êtes allé au recouvrement, c'est inscrit aussi là-dedans. C'est ça le but d'un dossier de crédit. Et maintenant, si vous avez un mauvais dossier de crédit, c'est là où ça vous pose problème. Parce que les actes que vous faites, malheureusement, ça va vous suivre. Vous savez, je ne vais pas entrer dans la Bible, je ne suis pas en casquette d'un frère. Mais la Bible dit si bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est exact dans le crédit. Si vous vous comportez d'une certaine façon, laissez-moi vous dire que dans 10, 15 ans, vous allez le payer. Parce que tout est fiché. Tout est fiché. On peut facilement, avec votre nom, savoir ce que vous avez fait et comment vous vous êtes comporté. Voilà pourquoi il faut souvent, et puis faire très très attention avec votre dossier de crédit. Parce que votre dossier de crédit peut vous amener très haut, mais votre dossier de crédit peut vous faire regretter votre propre vie et vous amener jusqu'à la mort. Donc, deuxièmement, je vais vous parler d'une cote de crédit. Une cote de crédit, c'est 3 chiffres. Normalement, c'est 3 chiffres. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce qu'est une cote de crédit. Probablement, tous nous savons au moins notre code de crédit, enfin pour certains. Nous savons au moins notre code de crédit. Or, notre code de crédit, c'est quoi? C'est 3 chiffres qui nous permettent d'évaluer notre capacité de remboursement par rapport aux créanciers. Par rapport, par exemple, à une banque, si nous avons une carte de crédit, par rapport à un prêt personnel, par exemple, avec une institution financière. Donc, si vous faites un bon remboursement, il est fort possible que vous aurez à augmenter votre code de crédit. Normalement, il faut savoir que si vous avez une corde de crédit qui, je dirais, vacille entre 300 jusqu'à 600, il est fort possible que vous n'êtes pas dans la bonne position. Votre corde de crédit, elle n'est pas bonne. Mais si vous êtes normalement entre, je dirais, 650 jusqu'à 720, vous êtes dans la moyenne, ce qui est bien. Et au-delà des 750, il est fort possible que vous faites partie des 20 ou 25% des Canadiens qui ont une meilleure corde de crédit. Or, j'imagine que le but de nous tous ici, c'est d'avoir une corde de crédit, n'est-ce pas? Donc, on veut tous avoir une bonne corde de crédit pour avoir une certaine marge de manœuvre. Si on veut emprunter, si on veut faire quelque chose comme ça, à moins qu'il y ait des héritiers qui peuvent facilement balancer $1 million ici pour acheter quelque chose. Mais j'imagine que dans le système financier fait que souvent, lorsqu'on paye cash, ce n'est même pas bénéfique pour la banque. Parce que la banque qui vous emprunte veut gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent dans les intérêts. Parce que les intérêts, c'est ce qu'on appelle le loyer du montant. Si par exemple, je donne un exemple, le frère Patrice va emprunter, par exemple, un montant de $1000. On lui dit, par exemple, vous aurez un taux d'intérêt de 35%. Le taux d'intérêt de 35%, lorsqu'on calcule avec le capital de $1000, ça donne comme un montant de 350. 350, c'est ça son loyer. Et c'est ça son loyer. Et ce loyer-là, lorsque le frère ne fait pas de paiement, ce loyer va s'accumuler et probablement
s'il était censé payer 1350 à la fin, il va arriver à payer 1650. Vous voyez, donc une banque ou une institution financière, en globalité, lorsqu'elle vous donne un montant, c'est aussi pour bénéficier. Sinon, on n'est plus dans le business. Parce que ça reste avant tout du business. Et c'est à nous jeunes de pouvoir comprendre cette façon de faire. Parce que si on n'a pas cette connaissance, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Et on s'embrouille dans des choses et ça devient beaucoup plus difficile à l'avenir. Parce que tout va nous suivre. Vous voyez. Et j'aimerais parler maintenant de la gestion d'une carte de crédit. Bon, j'imagine que tous ici nous avons une carte de crédit. Moi, par exemple, j'ai une carte de crédit. Vous devez savoir que la carte de crédit à 35% impacte votre dossier de crédit ou votre code de crédit. À 35%. Donc de ce côté-là, c'est probablement l'outil le plus important que vous avez si vous voulez avoir une bonne cote. Si vous voulez avoir un bon dossier, c'est l'outil le plus important. Mais c'est très compliqué à gérer. Moi, je vous parle plus précisément mon expérience. Vous savez, lorsque j'ai commencé à la cité, à faire des études, on avait un cours qu'on appelait finance personnelle. On nous a enseigné finance personnelle, on nous a parlé un peu de carte de crédit. On venait d'arriver tous de l'Afrique, la plupart. Alors on était très contents, carte de crédit et tout ça. Alors nous on pensait à l'époque qu'une carte de crédit, c'était un revenu en plus. C'est comme si le Canada était devenu le Père Noël pour nous donner des cartes de crédit. Voilà, on s'est dit non, c'est bien, tout ça, des cartes de crédit et tout. Alors le prof qui nous a dit, ah normalement les gars, vous devez avoir au moins un revenu. On nous a dit, ah une carte de crédit, ça fait bien, vous allez vous bâtir des bons scores, gérez bien. Alors, beaucoup d'entre nous ont décidé d'aller chercher des cartes de crédit. Je me rappelle, un ami, c'est un Congolais, est allé chercher sa carte de crédit, je crois, une limite de $1000. Il vient vers moi, il me dit, tu sais que en Lingala, je vais sans Lingala pour que ça passe, mais ça va mieux passer. Il dit, tu sais que je viens de prendre une carte de crédit. Il dit, ah oui, bon, non, toi t'es cher. Il m'a dit, ah oui, je viens de prendre une carte de crédit de $1000. Mais tu sais quoi, on a tout bien mon yonso. Tout bien mon yonso. En deux temps, j'ai oublié la carte. J'ai oublié la carte, tout ça, j'ai utilisé toute la limite. Je lui pose la question, même pro. Mais j'ai utilisé toute la limite, mais est-ce que tu as un revenu? Ah non, mais le vieux envoie, les papas. Le vieux envoie donc. Je vais commencer à payer l'argent du vieux. Et je lui pose une autre question, je dis, bon, mais c'est quoi ton paiement minimum? Il dit, le paiement minimum, je crois que c'est à $10. $10, c'est rien pour moi. Après, je paye le paiement minimum de $10 et puis ça va passer. À l'époque, vu que j'étais un ignorant, j'ai dit, non, les gars, fait une affaire excellente. Mais en grandissant, en comprenant les choses, j'ai bien réalisé que non, je l'ai envoyé en enfer. Parce que ce que beaucoup commettent comme erreur avec une carte de crédit, c'est de faire des paiements minimum. En faisant le paiement minimum, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de détruire complètement votre crédit. Je vous donne un exemple très simple. Vous utilisez un montant par exemple de $200 et vous avez un paiement minimum de $10. Vous remboursez un paiement minimum de $10. Dans les $10 là, il faut savoir qu'il y a un calcul des intérêts. Donc dans le calcul des intérêts là, avec le $200 que vous aviez, que vous aviez utilisé en amont, vous n'avez rien fait. Au plus, vous avez peut-être réduit votre capital à $4. Je vais vous dire un secret que beaucoup ne disent pas. Peu importe la limite que vous avez sur votre carte de crédit, si vous faites des paiements minimums, que ce soit vous ayez 1000, 2000, 3000 de limite, ça vous prendrait 33 ans pour rembourser toute la limite. Si vous avez utilisé toute la limite. Je répète, si vous avez utilisé toute la limite, vous faites des paiements minimum de 10, que ce soit 50, quoi, ça vous prend 33 ans. Et chers amis, vous pensez que vous allez jeter vos 33 années en train de payer une maudite dette? C'est comme jouer avec la vie. Et c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment faire très très attention pour être assuré. Et surtout, connaître, savoir aussi. Parce que souvent, ce qui nous tue, c'est le manque de connaissances. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas, souvent on se dit, on a un peu cet orgueil de se dire qu'on connaît, on va faire ceci, c'est simple, tout, les gens utilisent. Et souvent, on se rencontre des gens qui nous donnent des mauvais conseils. Et cela, malheureusement, ne nous aide pas. Mais comme moi, je peux vous dire, une carte de crédit, c'est la base. Et puis, de deux, évitez aussi de prendre des cartes de crédit que vous ne pouvez pas vous payer. Une carte de crédit n'est pas un revenu en plus. Une carte de crédit n'est pas un cadeau de la banque. Absolument pas. Une carte de crédit, c'est un business de la banque.
avec 19,99, c'est un business. Probablement, sur, je dirais, 100% des clients dans une banque qui ont une carte de crédit, 80% ne font pas des paiements dans la période des grâces. Donc, ça veut dire qu'en 80% là, il y a 19,99 qui s'accumulent. Donc, c'est une affaire en or. Ça, je peux vous garantir parce que je travaille dans le crédit. C'est une affaire en or où ça m'arrive, j'appelle et je dis, messieurs, aujourd'hui, vous avez raté votre paiement parce que là où je travaille, le taux d'intérêt est à 35%. Vous pouvez imaginer. Donc, à 35%, messieurs, vous n'avez pas fait votre paiement à 35%. Donc, les frais vont s'accumuler. Et le monsieur tentait de me dit, mais vous êtes le voleur. Il dit, monsieur, c'est la politique de l'entreprise. Je ne peux rien. Et c'est souvent dans ces genres de balivernes que beaucoup de personnes tombent parce qu'ils ne connaissent pas. Si vous savez que, un exemple, vous gagnez $2 000 le mois. Mais frère, vous n'allez pas prendre une carte de crédit de 4 000. Vous êtes en train d'inviter les diables. Parce que vous prenez une carte de crédit de 4 000 et vous gagnez 2 000. Et ça, on vous dit qu'au bout d'un moment, vous allez entrer dans le surendettement. Et qu'est-ce qui arrive souvent lorsqu'on entre dans le surendettement? Soit on est dans la proposition, et la proposition du consommateur, c'est qu'il y a au moins 50% de vos créanciers sont réglés par une consolidation des dettes. Mais une proposition des consommateurs, ça vous coûte au même $1 800. Et il va falloir ajouter $1 800 plus 7 ans. 7 ans, vous êtes call off, comme on dit. 7 ans, pendant 7 ans, vous n'êtes pas dans le système. Vous allez demander un peu, on vous rejette. Et 7 ans là, c'est, comment je peux dire, c'est comme le nombre d'années de Jacob. On lui donne les gars, on dit non, il faut que tu travailles à nouveau 7 ans pour comptabiliser et puis on va te donner Rachel. Et c'est comme ça, parce qu'il ne faut pas voir les 7 ans, juste 7 ans, oui, je me remets. Non, il faudrait que le 7 ans passe pour que tu puisses travailler à nouveau 7 ans pour que tu te fasses confiance. C'est comme 14 ans. Regardez votre âge. Regardez qu'est-ce que vous avez, quelle vision. Pendant 14 ans, vous mettez hors du circuit comme ça parce que vous n'avez pas su gérer des montants qui peut-être même vous aurez pu en avoir des milliers. Vous voyez, donc c'est des choses sur lesquelles il faudrait vraiment faire très très attention. Et puis le 3, excusez-moi, il faut toujours faire des paiements pendant la période des grâces ou pendant la période des grâces, c'est, comment je peux dire, c'est la période pendant laquelle on vous autorise de faire un paiement sans nécessairement que les intérêts soient accumulés. Donc, vous pouvez payer, par exemple, vous avez utilisé un montant de $200. Pendant la période des grâces, vous payez $200, il n'y a pas d'intérêt. Vous remboursez votre capital et c'est à zéro. Après la période des grâces, si vous payez le montant que vous avez utilisé, il est fort possible que le taux d'intérêt va s'accumuler. Et vous n'aurez pas à rembourser le montant total. Vous voyez, donc il faudrait faire très, très attention aussi sur ça parce que lorsque vous faites des paiements en période des grâces, cela vous permet d'augmenter drastiquement votre score de crédit. Comme je vous ai dit en amont, c'est la carte de crédit qui impacte en fait votre dossier. Parce que si vous faites bien vite de paiement, vous êtes facilement je dirais, hors de problème et puis des difficultés. Mon frère, je vais prendre votre question plus tard, dès que j'ai fini. Merci. Donc, je disais aussi, par rapport à la carte de crédit, il y a souvent ce qu'on appelle, comment je dirais, la diversité, en fait, dans le dossier de crédit et dans la carte de crédit. On a souvent l'habitude de voir des gens qui ont, par exemple, 3 cartes de crédit. C'est un patron. Il a 3 cartes de crédit. Et pour lui, c'est bien, il gère bien. Mais dans un dossier de crédit, si vous avez 3 cartes, c'est comme si vous ne savez pas gérer votre vie ou votre vie financière. Parce que ce qu'on cherche, c'est la diversité. On cherche à diversifier. Parce qu'il faut renvoyer de la confiance. Vous voyez, renvoyer de la confiance. Comme je vous ai dit en amont, le dossier de crédit reste votre fiabilité aux yeux de tous. Aux yeux des créanciers, aux yeux de même votre bailleur. Donc c'est ça en fait. Si vous savez comment gérer par exemple votre dossier de crédit, il est fort possible que vous aurez moins de difficultés. Dans la diversité par exemple, je peux vous donner un conseil. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment bâtir votre score de crédit, vous avez une carte de crédit. Ça c'est fantastique. Et puis, vous devez avoir un autre prêt. Un autre prêt, cela veut dire quelque chose qui soit différent d'une carte de crédit. Différent d'une carte de crédit, je peux donner un exemple. Un prêt auto.
prenez un photo. Alors moi, je vous ai dit que non, c'était une mauvaise dette. Mais lorsque vous prenez un prêt auto, afin d'augmenter votre score de crédit, à partir de là, ça devient bénéfique. Bénéfique pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez un projet, je ne sais pas, beaucoup d'entre nous probablement le projet de s'acheter des maisons. Si vous avez un projet de s'acheter une maison, vous n'avez qu'une seule carte de crédit de 2000 ou 3000 dollars. Pourquoi une banque va donner à une personne qui n'a géré que 2000 dollars pour gérer un montant de 200 000? Vous êtes un risque. Alors que si vous arrivez à gérer de gros montants et à les gérer à mieux, il est fort possible que vous ayez des chances d'aller vous chercher des gros montants. Vous voyez, à moins que, comme je vous ai dit, quelqu'un qui ait des millions, tout ça, et puis il peut taper des 1 million, tout ça pour acheter des maisons. Mais pour la grande majorité, ça se fait de cette façon. Il faudrait vraiment aller plus dans l'emprunt et puis vous aurez beaucoup plus de facilité à pouvoir obtenir des prêts. Mais sur ce, je vais revenir à ça plus tard lorsque je parlerai de l'investissement. Parce que, vous savez, moi j'aime l'argent. Je m'en cache pas. Moi j'aime l'argent. Je vis l'argent. Je pense l'argent. Dans mon livre, j'ai dit mon livre, dans ma maison, j'ai un livre qui s'appelle L'art de maîtriser l'argent. Il faut maîtriser l'argent. Pas que l'argent devienne mon maître, mais que je puisse le maîtriser. Parce que pour moi, l'argent, c'est ça la liberté. Je peux me lever un jour et puis je vais n'importe où parce que j'ai l'argent. Alors, si vous n'arrivez pas à maîtriser cette chose qui est l'argent, ben malheureusement, c'est toute votre vie qui devient un enfer sur terre. Vous voyez? Donc, je vais entrer dans le concept plus de l'investissement. Ce que je peux dire par rapport à l'investissement, enfin, ça dépend plus vraiment de la vision de tout un chacun. Vous voyez, la vision de tout un chacun, cela veut dire où vous voulez aller et où vous voyez. Vous savez, moi, lorsque je suis arrivé au Canada, la première chose qu'on m'a dit en arrivant ici, on m'a dit, j'irai dans ces pays, on vit tous les 5 ans. Vivre tous les 5 ans, cela veut dire, c'est avoir des objectifs tous les 5 ans. Tous les 5 ans, vous devez savoir où vous allez. Et quel chemin emprunter ou quel sentier emprunter pour arriver dans vos objectifs de 5 ans. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans 5 ans, 10 ans, à vous poser la question, excusez-moi le terme, qu'est-ce que j'ai foutu pendant tous ces 10 ans? Et il y en a beaucoup qui se posent des questions pareilles et qui regrettent, ah oui, ma jeunesse, j'ai tout gâché, tout ça. Vous voyez, et c'est sur base de ça vraiment qu'il faudrait surtout travailler. Et moi, je vous conseillerais de vraiment savoir ce que vous voulez. Et le plus tôt qu'on sait ce qu'on veut, mieux on peut appréhender le futur, mieux on peut s'organiser, et puis mieux on peut même aller jusqu'à l'investissement. Parce que l'investissement, c'est savoir d'abord ce qu'on veut faire avec l'argent dans le futur. Vous voyez, on ne peut pas se dire, je vais investir, oui, je vais investir comme tout le monde parce qu'on voit tout le monde investir, tout ça. On investit, mais ok, vous investissez et puis vous avez les bénéfices. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'argent en fait? Vous savez bien, vous allez faire du n'importe quoi ou aller brûler l'argent comme on dit. Vous voyez, il faudrait déjà savoir maintenant ce que vous voulez faire avec cet investissement. Le premier conseil que je pourrais dire dans un investissement, c'est la patience. La patience. Sans la patience, vous n'êtes rien. Si vous n'êtes pas patient dans l'investissement, excusez-moi, il est fort possible, à moins que vous soyez chanceux pour gagner aussi rapidement. Mais dans la grosse majorité, cela se fait par le biais de la patience. Si vous êtes patient, il est fort possible que si vous investissez bien, vous aurez des belles plus-values. Au premier abord, j'aimerais vraiment parler plus sur les REER. D'ailleurs, moi-même, j'ai du mal à prononcer les REER parce que je n'arrive pas, je n'ai jamais compris pourquoi. En fait, le REER, je peux dire que c'est un compte épargne. C'est comme un compte épargne qui vous exempte d'impôts, excusez-moi. Exempté d'impôts, cela veut dire que vous ne payez pas d'impôts sur le montant cotisé. Je donne un exemple. Vous faites par exemple 40 000 $ l'année. Vous dites, dans les 40 000, je vais mettre 5 000 à côté. Je vais mettre 5 000 à côté, je vais mettre dans mon compte épargne. Alors, lorsque l'ARC, l'Agence Revenu Canada, ou même Revenu Canada, va aller faire des déductions, ils vont travailler ou ils vont vous imposer par rapport aux 35 000. Parce que les 5 000 auraient été protégés dans le REER.
Parce que le RER de cette partie-là, il n'est pas, comment? Il n'est pas imposable. Vous voyez? Donc, à partir de là, c'est vous qui faites des bénéfices sur base, en fait, des 35 000. Mais, la problématique, elle arrive, c'est que, au moment où vous décidez, par exemple, vous dites, bon, je vais utiliser mes 5 000. C'est normal, il faut les utiliser aux 5 000. Et là, maintenant, lorsque vous décidez de retirer les 5 000, ça devient imposable. Imposable, cela veut dire, c'est considéré comme un revenu en plus. Si vous aviez fait X années, par exemple, un montant de 50 000, et vous décidez de retirer vos 5 000, ça vous fait comme 55 000, et on vous impose sur 55 000. C'est ça le revers de la médaille, en fait, du RER. Moi, je pense que c'est plus par rapport à une question temporaire. Si vous le faites par rapport à un certain temps, bah, c'est toujours mieux. Mais sur le long terme, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut savoir aussi qu'il y a, comment on appelle, les cotisations. Les cotisations, cela veut dire qu'il y a des montants prédéterminés, dépendamment du revenu de tout un chacun. Vous voyez, dépendamment du revenu de tout un chacun, et également, ou soit d'un taux qui est fixé, ou soit d'un montant qui est fixé. Parce qu'il faut savoir que le but, par exemple, d'un système économique dans un État comme le Canada où nous sommes, ce n'est pas que nous tous nous puissions devenir riches ou nous devenons des millionnaires. Le but est de permettre à ce qu'il y ait une équité. L'équité, cela veut dire, si par exemple le docteur Adela a 10 $, le frère fiston a 2 $, l'État va chercher à faire en sorte que le docteur reste avec les 10 $ et que le frère fiston arrive à 10 $ ou à 8 au minimum. Donc à partir de là, il s'agira d'aller chercher l'argent en fait chez une autre personne. Voilà pourquoi vous allez remarquer ceux qui ont des revenus, des petits revenus, mais le revenu moins élevé, donc l'État va leur donner des crédits d'impôt, ou soit de remboursement. Vous allez avoir de remboursement. Moi je me rappelle à l'époque, lorsque j'ai fait ma première déclaration d'impôt, j'étais étudiant à l'époque, j'avais eu un montant de 1800, j'avais crié, Dieu Seigneur Jésus du Canada. Bon, j'avais un petit revenu, mais c'était bien avoir un peu un remboursement. Vous voyez, et ce remboursement-là vient souvent de ceux qui gagnent plus, de ceux qui gagnent des montants plus élevés, parce qu'il faudrait créer un peu un équilibre. Le but est de permettre à ce qu'il y ait que tout le monde puisse avoir la capacité de vivre. Vous voyez le strict minimum. Ce qui manque souvent dans certains pays où il y a un écart très élevé entre ceux qui ont de l'argent ou les riches et ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, mais maintenant, si vous voulez vous départir de ces systèmes, il va falloir investir. Si vous ne le faites pas, excusez-moi de vous dire, à 65 ans, vous allez commencer à gagner 1 400 $ chaque mois. Déjà en ce moment, si on vous donne 1 400 en étant jeune, je pense que cela ne sera pas suffisant. Moi, par exemple, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, même avec mon loyer, ça risque de poser problème. Avec 1 400. Donc, imaginez-vous à 60 ans, parce que vous aurez à suivre une certaine logique du système, et on vous donne 1 400 $ chaque mois. 1 400 $, qu'est-ce que vous faites? Vous en faites quoi en fait? Vous voyez, voilà pourquoi il faudrait peut-être s'extirper un peu du système, de prendre du galon comme on dit, et se donner une chance de pouvoir avancer. Et cette chance, c'est dans l'investissement. Vous voyez, je vais vous donner un autre, moi j'appelle ça des outils d'investissement. Nous avons par exemple le CPG. Je ne sais pas si certains d'entre nous ont entendu parler des CPG. Les CPG, ce sont des placements garantis. Cela veut dire si vous avez un montant, vous voulez investir un montant, votre montant il est garanti, mais vous pouvez bénéficier de taux d'intérêt par exemple de 2,5. C'est pas grand chose. Sur base de 5 ans, si vous avez placé un montant de 5 000, vous allez peut-être vous retrouver avec 5 250 en 5 ans. Au lieu par exemple de garder l'argent dans votre compte, au bout de 5 ans vous avez 5 250, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a l'inflation. Parce que l'inflation nous réduit en fait notre pouvoir d'achat. Parce que si en 2021, une tomate coûtait par exemple 1 $, en 2024 ça vous coûte 2 ou 3 $, et que vous avez les 5 000 en 2021, en 2021 vous aurez pu acheter beaucoup de tomates, alors qu'en 2023 ou 2024 vous en trouvez peut-être moins de tomates. Parce que l'inflation vous réduit possiblement votre pouvoir d'achat. Alors qu'avec un CPG, par exemple, cela vous permet de battre l'inflation comme on dit.
Bon, ça dépend aussi du taux d'intérêt, mais aujourd'hui, à ce que je sache, on est à un taux d'inflation probablement de 3% si je m'abuse. Mais si vous avez un CPG qui vous offre un taux d'intérêt de 4% l'année, vous êtes des bénéficiaires parce que vous combattez au moins l'inflation de 1%. Donc vous avez une différence de 1% et c'est vous qui êtes gagnant. Alors que si vous décidez de garder votre compte et votre argent dans votre compte, vous ne gagnez rien. Vous gagnez au pire. Une banque va vous dire par exemple, on va vous offrir dans un compte d'épargne, on vous offre un taux d'intérêt de 1%. Parce que c'est ce qu'elles peuvent vous offrir. 1%. 1% c'est, par rapport à l'inflation, c'est trop peu. Et là, c'est vous qui êtes perdant. Et surtout, évitez d'aller garder l'argent dans les matelas. Ça ne se fait pas. Vous voyez, c'est des choses déjà qui n'existent plus. Donc, à part le CPG, il y a des obligations. Mais j'aimerais vous illustrer une chose. En fait, il y a souvent ce qu'on appelle dans le monde de l'investissement des fonds. Et puis, on a aussi des placements qui sont garantis et ceux qui ne le sont pas. Donc, cela veut dire des placements qui garantissent votre montant. Vous donnez les 5 000, vous êtes sûr et certain que vous allez recevoir vos 5 000. Mais il y en a d'autres, vous donnez 5 000, possiblement vous pouvez recevoir 4 500, si vous avez moins de chances. Et cela existe, c'est ça le risque en fait dans ce système-là. Vous voyez, c'est là va m'amener maintenant dans l'investissement à la bourse. L'investissement à la bourse, c'est très risquant. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous ne savez pas comment le monde évolue. Et il y a beaucoup plus de paramètres. Pour beaucoup d'entre nous qui connaissent en fait le système savent que, qui ont suivi le cours économique et des choses comme ça, il y a l'environnement qu'on appelle l'environnement Pestel, qui est politique, économique, tout ça. Donc, tous ces différents programmes peuvent impacter, par exemple, tout le système. Or, s'il y a un impact dans le système, cela permet ou réduit la valeur de votre montant. Je vous donne un exemple très simple. Le pasteur Azaf, qui est un député, par exemple, décide d'investir un montant de 60 000. 60 000 $, parce qu'on a souvent l'habitude de dire personne n'est prophète chez soi. Le pasteur Azaf décide de rentrer chez lui au pays, au Congo. Il dit, bon, je vais rentrer chez moi, je vais devenir prophète chez moi. Donc ça veut dire que je vais me faire de l'argent. Donc il va au Katanga. Il va investir dans les mines. Il va investir dans le coltan. Là, c'est 60 000 $. Et puis il vient nous en parler, il nous dit, ah, cher frère, cher ami, j'ai 60 000. Mais avec les 60 000, je peux avoir de revenus, mais par rapport à la vision que j'ai, ces revenus ne sont pas suffisants. J'ai besoin des gens qui puissent m'accompagner. Nous avons, par exemple, un frère, le frère Louis, par exemple, décide, ah, les pasteurs ont fait un bon projet, je vais prendre 20 000, je vous donne 20 000, ça arrive à 80 000, c'est qui va augmenter vos revenus. Et maintenant, le pasteur Azaf, connaissant le système, il s'est dit, bon, vu qu'on est deux maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une société par action. Une société par action, cela veut dire, il va avoir, le frère Eric aura des parts dans l'entreprise, le pasteur Azaf a des parts dans l'entreprise. Vu que le pasteur Azaf a placé 60 000, il sera, comme on dit, actionnaire majoritaire. Donc, cela veut dire que lorsqu'il y aura le revenu et un bénéfice qui sera établi par rapport au revenu, enfin, au revenu moins dépenses, bénéfices, la plus grosse part de ces bénéfices iront au pasteur Azaf. Pourquoi? Parce qu'il a passé 60 000. Vous voyez, il a passé 60 000 et le reste, les frères Rick vont pouvoir y toucher. Vous voyez. Mais maintenant, dans ce genre de cas, souvent des entreprises vont créer, soit comment on appelle des actions en nombre. C'est là un exemple. Par exemple, par rapport aux 60 000 du pasteur Azaf, le pasteur Azaf pourrait se dire, les 60 000 égale à 100 000 actions. Les frères Carré, c'est 20 000 égale par exemple 50 000 actions. Donc, par rapport à une action, l'entreprise va pouvoir évaluer par exemple les montants qui seront calculés pour tirer les bénéfices de tout à chacun. Vous voyez, dans ce genre de cas, ce qui arrive, par exemple, je donne l'exemple au Katanga parce que je connais mieux le système. Lorsque, je donne l'exemple aussi par rapport au coltan, parce qu'on est dans le monde numérique aujourd'hui, le coltan qui a une valeur très élevée, et que l'entreprise fait des bénéfices, et l'entreprise vend le coltan à des prix forts, et il y a des gros montants, et puis le revenu, et puis on tire les bénéfices. À partir de là, la valeur du montant du frère Rick qui est de 20 000 passe à 40 000.
Pourquoi la valeur passe à 40 000? Un, parce que l'entreprise aura fait des bénéfices. Et puis de deux, parce que l'entreprise aura grandi. Parce qu'il y en a d'autres entreprises qui décident, par exemple, au lieu que nous donnions des bénéfices aux actionnaires, nous allons investir les bénéfices en entreprise. Et cela permet à l'entreprise de grandir. Si, par exemple, une action de frère Rick valait 10 $, il est fort possible qu'avec la valeur de l'entreprise qui augmente, une action va valoir, par exemple, 20 $. À partir de là, si le Saint-Esprit descend sur le frère Rick, il va décider, par exemple, de vendre son action. À partir de là, alors qu'il a 10 $ en action, ou soit, si on fait la sommation de tout ce qu'il a investi de 20 000, si une action coûte 10 $, il est fort possible qu'il risque de se revenir avec 40 000. Ça, le bénéfice. Il a un bénéfice de 20 000, alors qu'il a investi 20 000, c'est autour de 40 000. Et c'est le côté positif, en fait, d'investir en bourse. Vous voyez. Mais maintenant, le regard de la médaille arrive et que, si par exemple, avec l'entreprise du pasteur Azaf, l'État congolais décide, ou un politicien puissant, décide de ravir une concession minière, ou la concession minière, là où l'exploitation du coton se réalise, à partir de là, le frère et le pasteur Azaf et le frère Rick perdent leur investissement. S'ils perdent leur investissement, ben ils sont perdants. Ou soit, s'ils ont été malins, souvent, qu'est-ce que certaines entreprises font? Elles soustraient des assurances. Mais dans une assurance, on ne va pas vous rembourser tout le montant, on va vraiment vous rembourser 80%. Si vous avez investi 20 000, vous allez vous retrouver avec 16 000. Si vous avez investi 100 000, vous allez vous retrouver avec 80 000. Donc c'est vous qui êtes perdant. Et c'est ça le revers de la médaille dans l'investissement d'une bourse, dans une bourse, ou dans une société à capital ouvert. Mais je vais vous donner un exemple très simple qu'on a probablement tous vécu. J'imagine que beaucoup d'entre nous ont vécu le Covid ici au Canada. Lorsqu'on était tous enfermés, on ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas acheter des choses ou soit aller à l'extérieur. Mais quelle est cette entreprise qui faisait le business? C'est Amazon. Amazon allait chercher des biens pour nous le ramener à la maison. Et pendant cette période, vous allez remarquer que l'homme le plus riche de la terre était qui? Jeff Bezos. Pourquoi Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche? Parce que son entreprise a commencé à faire des bénéfices. C'est tout, c'est assez simple. Voilà pourquoi vous allez remarquer ceux qui ont investi, par exemple, moi je me rappelle à l'époque, c'était la fin de mon cursus à la Cité. On avait fait un travail. En fait, on est allé vérifier ceux qui ont investi à Amazon dans les années 2000. Ils ont investi, par exemple, une action à 10 $. En 2021, une action d'Amazon coûtait 2 000 $. Donc, imaginez quelqu'un qui a 50 actions investies en 2001 en 10 $ ou 20 $. En 2021, c'est autour avec 2 000 $ action. Quel est le bénéfice? Vous voyez? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi vous allez remarquer la plupart, beaucoup de gens, je dirais même 80% des personnes qui ont des connaissances, vont chercher à aller investir la plupart du temps à la bourse. S'ils ont de la chance, avec le temps, ils vont probablement faire des plus-values. Vous voyez? Et puis de deux, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que si vous décidez de vous engager sur ce chemin, si vous avez de la patience, vous pouvez toujours aller dans des grosses boîtes, des grosses entreprises qui malheureusement ou heureusement ne peuvent faire faillite. Par exemple, les banques. Vous pouvez investir dans une banque comme RBC. Je pense que RBC existe depuis les années 60. Si vous investissez dans RBC et que vous patientez pendant 40 ans, vous pouvez vous réveiller et puis devenir millionnaire. Vous voyez, et c'est votre chance. Et c'est comme ça que ça marche tout ça. Mais j'aimerais vous donner une autre illustration de quelque chose qui s'est passé en 2008. C'est une crise financière. Je suis désolé, c'est assez. Je sais que ça peut être monotone voir la finance parce que il y a beaucoup de chiffres, tout ça. Il faut faire en sorte que la finisse. Non, j'ai pas au moins la 5 minutes. Oui, ok. Donc, ce que je peux dire, par exemple, lors de la crise financière de 2008, il y a une chose qui s'est passée pour, ceux qui l'ont vécu ici au Canada. Des gens avaient souvent investi pas investi, mais acheté des maisons. On l'appelle la crise des subprimes.
Cela veut dire des gens ont décidé de s'acheter des maisons qui ne peuvent, par exemple, payer. À cette époque-là, plus aux États-Unis, les gens achetaient des maisons, ils ont acheté des maisons, mais ils ne pouvaient pas payer. Donc, ça veut dire, à un moment donné, tellement qu'ils ne pouvaient payer, ça a créé une bulle. Il y a eu beaucoup plus de monde qui n'était pas en capacité de pouvoir payer. Et qu'est-ce que fait la banque? Eh bien, la banque vient ravir. Et lorsque la banque vient ravir, ça fait tomber tout le circuit financier. Et à partir de là, c'est tout le système qui tombe. Et lorsque tout le système qui tombe, souvent aux États-Unis, il y a des gens qui investissent, par exemple, pour leur retraite, ce qui est normal. Vous mettez un 20 000, vous dites, lorsque j'aurai 65 ans, ça va valoir peut-être un 80 000, ça va pouvoir m'aider. Il y a des gens qui perdent complètement toute la valeur de leur investissement. Vous voyez? Et c'est malheureux, mais malheureusement, c'est ça aussi la vie. Quelquefois, c'est lorsqu'on prend des risques et on n'arrive pas à pouvoir gérer. La dernière chose sur laquelle je vais m'atteler, c'est par rapport à l'investissement le plus important ou le plus vieux du monde. C'est la propriété. L'investissement de la propriété, dans un pays comme le Canada, moi je trouve ça tellement fantastique que voilà pourquoi je vous ai dit en amont que la dette était merveilleuse, parce que avec la dette, vous pouvez vous retrouver à 50 ans avec 10 maisons. Vous voyez, lorsque j'avais un professeur à la cité qui avait un parc immobilier, je crois qu'il en avait 2 si je m'abuse. Il avait quelques sous, il a décidé d'investir. Il a décidé d'investir, de s'acheter une maison. Il a placé des locataires. En simple, lorsqu'il place des locataires, ce sont des locataires qui payent en fait l'hypothèque de la maison. Ce qui veut dire qu'en payant l'hypothèque de la maison, qu'est-ce que ça fait? Enfin, déjà, ça réduit le montant, le capital, ça réduit le capital. Et de deux, si vous avez plus de chance, la valeur de la maison augmente, c'est vous qui êtes bénéficiaire. Or, on va faire quoi? Nous, on appelle ça souvent l'équité. La valeur de la maison, moins, ou soit la valeur de la maison moins le capital qui reste. Si vous avez par exemple payé pendant un certain moment 40 000 $, vous avez acheté votre maison à 200 000, vous avez 160 000 de capital. Alors que la valeur de la maison a augmenté par exemple 250 000, c'est un peu fou. Ça monte à 250 000. Donc vous faites 250 000 moins 160, ça vous donne quand même un montant de 90 000. Donc avec ces 90 000 là, des gens qui connaissent le système vont se dire, ah, vous savez quoi, vous allez me refinancer. J'ai trouvé un condo ou une autre maison, j'aimerais acheter. À partir de là, soit vous décidez, vous dites, vous allez me refinancer un montant de 40 000. Et ils vont utiliser l'équité des 40 000. Il va vous rester comme probablement un montant de 50 000. Et les 40 000, vous achetez une autre. Vous arrivez à une deuxième maison. Une deuxième maison, vous faites le même système. Vous arrivez en troisième, quatrième. Et il y a des gens qui deviennent plus fous. Ils vont s'acheter un immeuble. Avec un immeuble, si vous avez par exemple, vous avez 10 maisons ou 10 appartements et que vous payez par exemple, je ne sais pas moi, un montant de 7 000, c'est vous qui êtes bénéficiaire. À partir de là, vous avez votre retraite. Et c'est assez simple. Et c'est ça la facilité ou je dirais le bienfait d'avoir de s'octroyer ce genre de business. Mais après, si vous êtes moins ambitieux, vous dites je cherche à avoir ma maison pour vivre avec mes enfants ou mes chats. Vous payez votre maison et puis vous vivez tranquillement. Et ça aussi c'est facile, il suffit juste d'avoir un bon score de crédit, avoir un bon revenu, et puis également avoir un bon ratio d'endettement. Ça je l'ai oublié de le mentionner. Le ratio d'endettement qui est très important parce que c'est en fait la différence entre vos dépenses et votre revenu. Parce que plus vous avez la marge de manœuvre afin de pouvoir payer, mieux vous aurez la facilité de pouvoir payer votre maison. Donc sur ce, je m'arrête là et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre.